Bonjour. On m'entend bien, oui? Oui, ça va. Donc oui, je suis donc Jean-Luc Letellier, fondateur du Crédavis. En deux mots, je vous dirai tout à l'heure ce que nous faisons. Mais mon métier d'origine, qui date maintenant depuis un certain temps, c'était au départ éducateur spécialisé, et ensuite tu as un long parcours dans la formation, pas seulement des éducateurs spécialisés, des AMP, etc., enfin de tous les métiers de l'accompagnement social. Donc voilà, en ce qui me concerne. Je voulais, oui, par rapport à ce qu'on a dit avant, je voulais revenir sur juste une petite chose, c'est le titre. Moi, j'attache beaucoup d'importance au mot. Vous avez raison. Et tu avais raison quand tu dis, oui, si on ne nomme pas les choses, enfin, etc. Vie affective et sexuelle. Alors, je me disais en écoutant, heureusement qu'on n'a pas mis et émotionnel, parce que ça aurait fait vase. Bon, je répète, parce qu'apparemment... Ou alors vous avez dit tard, hein. Vie affective et sexuelle, vase. Si on avait mis émotionnel, ça aurait fait vase. On est un peu dedans, quoi. Hein, voilà. Non, parce que, effectivement, on peut penser, ce que vous disiez tout à l'heure, que mettre émotionnel, c'est pour montrer que sexuel, c'est pas forcément uniquement génital ou je sais pas quoi. Mais moi, je ne crois pas du tout que c'est la raison. Mais pas du tout. Je pense que notre secteur, pusillanimement, effectivement, a inventé cet acronyme VAS qu'on voit partout maintenant, hein, dont on ne peut plus se détacher. Hein. Alors, il nous est rentré dans le cerveau. Parce qu'effectivement, on ne peut pas envisager la sexualité sans affectivité. Ça ne va pas. Hein. Bah oui. C'est l'amour quand même. Bah faut pas oublier l'amour. Parce que je sais pas, moi, j'ai des rapports affectifs avec mon chien, avec mon facteur, avec plein de gens, quoi. Affectivité. Comment pourrait-on avoir une vie... Enfin, l'affectif, c'est l'ensemble de notre vie. Hein. Donc affectif et sexuel, moi je crois franchement que dans notre secteur, c'est parce qu'au départ on a eu la trouille un peu de parler de sexualité directement, quoi. Ce qui n'empêche pas, je rejoins ce que dit, c'est que la sexualité, c'est pas juste une bite dans un vagin, pas du tout, hein, on est d'accord. D'ailleurs, que ça soit réglé, ça, une fois pour toutes. Mais quand même. Et alors je reprendrai le propos de quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure, et je vais vous dire pourquoi elle m'a... Enfin, voilà. Pourquoi cette question m'a vraiment interloqué, enfin, parce que j'avais marqué ça en premier sur ma page. Je voulais commencer non pas par la chanson « Le bonheur, il est où le bonheur ?» mais où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles les personnes dont nous sommes censés parler aujourd'hui? Alors, ce n'est pas une accusation que je fais aux organisateurs de cette journée, parce que c'est le cas dans la plupart des colloques et forums, exactement, ou la grande majorité. Et pourquoi c'est comme ça? Non. Oui, absolument. Ben, pourquoi c'est comme ça? Je vais être un peu peut-être provoquant. Mais c'est que la plupart des professionnels n'ont pas envie, effectivement, de penser qu'ils sont identiques à ceux dont ils s'occupent. Ben, on est des professionnels quand même. Hein. Ben oui. On va quand même pas tout mélanger. Quand un jeune garçon, par exemple, ou une jeune femme, n'importe quel âge, 13 ans, 14 ans, peu importe, dans une institution, dit « Et toi, au fait, t'aimes les hommes ou les femmes ?» Et que le professionnel répond « Ah bah attends, ça c'est ma vie privée, ça ne te regarde pas, on va rentrer dans privé, intimité. » Ah bon? Donc bah oui, je suis professionnel. Donc je ne suis ni homme ni femme, c'est bien connu, j'ai rien, voilà. Et moi, mais voilà. Alors, quand le Crédavis est parti d'un groupe de recherche au départ de professionnels, d'étudiants, en 2007, parce que moi j'avais quitté ce secteur pendant 30 ans, et en y revenant en 2007, je pensais un peu naïvement que la question de la sexualité, effectivement, qui revenait très souvent dans
dans le travail d'analyse des pratiques, par exemple, au moins avait été abordé et commençait à prendre forme, et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas du tout. On n'en parlait pas. En 2007, c'était, franchement, un éducateur qui voulait faire son mémoire sur cette question-là, on lui disait « Ah non, 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 c'est casse-gueule, hein, ne le fais pas. » Vraiment, on le déconseillait formellement. Mais rapidement, on a eu envie d'aller plus loin et on a fondé l'association, une association de loi 1901, le Crédavis en 2012, et d'emblée, à la fondation de cette association, nous avons absolument tenu à ce que la moitié des membres fondateurs soient des personnes en situation de handicap. Alors cette question que je dis, pourquoi ne sont-elles pas là? Je peux me la retourner à moi-même. Pourquoi il n'y a pas aujourd'hui avec moi, au Crédavis, quelqu'un du Crédavis qui est en situation de handicap? Voilà. Il n'y a pas de raison que... c'est facile d'accuser les autres et pas regarder soi-même. Alors, heureusement, de temps en temps, ça arrive. On y arrive. C'est parce que c'est compliqué. Parce que d'abord, le Crédavis, et même s'il est basé en région parisienne, en fait, a une couverture nationale. Et donc, une part des personnes en situation de handicap sont, par exemple, de Montpellier, de Lyon, de Toulouse, qui font partie du Crédavis. Et le déplacement sont rendus très compliqués, vous le savez. Mais à chaque fois possible, quand même, on le fait. Parce que sur ces questions-là... Ah, merci beaucoup. Ça, c'est de la bienveillance. Merci. Parce que sur ces questions-là, nous avons une position, on va dire, idéologique. Mais François, tout de suite, en a reparlé. Mais comme quoi, les mots, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, ça ne sert pas à grand-chose parce que si ça ne passe pas dans les actes, dans les faits, mais à quoi ça sert? On peut parler, on peut faire des colloques toute notre vie, des grandes conférences, des experts du monde entier qui vont nous parler de ce que c'est ou ce que ça n'est pas, ou ce qu'il faudrait, ce qu'il ne faudrait pas. En France, on est incroyable pour ça. On est incroyable, franchement. Sortez à l'étranger, allez voir un peu, pas très loin, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne, au Canada, pourquoi pas. Mais on a des gens d'un seul coup qui mettent en œuvre. Je prends un exemple bête. La masturbation, vous pensez que c'est bien ou pas pour la santé? Vous avez le droit de dire... Ah, alors là, vous avez le droit de dire pas du tout. Il ne faut pas se masturber, c'est interdit, c'est la semence dans laquelle il y a la vie, le principe de vie qui tombe par terre. Non, c'est pas bien. Non, mais... Ah ben oui, on a le droit de dire ça. Ben, on a pensé à ça pendant très longtemps, c'est le cas. C'était un péché. Vous savez que dans les orphelinats, mon père est orphelin à 11 ans, il fallait dormir absolument avec les mains au-dessus des draps. C'est pas vieux. Mon père est né en 1921, donc c'était en 1932, dans un orphelinat. Sinon, si la bonne sœur qui passait le soir voyait qu'un enfant n'avait pas ses mains au-dessus, eh bien, elle était debout avec sa... Regardez, c'est magnifique. Avec son... Parce qu'ils avaient des espèces de pyjamas, enfin, pas des pyjamas, des chasubles, sur la tête, et il devait rester 1 heure au pied du lit, comme ça, le sexe à l'air. Histoire de dire, voilà, on se demande pourquoi. Mais c'est pas vieux, ça. Donc, si vous pensez que la masturbation, c'est absolument pas bien du tout, que c'est pas moral, finalement, vous partagez ça avec pas mal de monde dans le monde et des gens il n'y a pas si longtemps. Si vous pensez que c'est bien, si vous pensez que c'est naturel, si vous pensez vraiment que c'est même nécessaire à une certaine époque de la vie, surtout quand on n'est pas encore prêt, peut-être, effectivement. Après, pourquoi on n'est pas prêt, c'est autre chose. Mais bon, voilà. Eh bien, en ce cas-là, quand vous êtes un enfant... Un garçon de 13 ans, 14 ans, je parle d'un garçon en particulier, c'est celui à qui j'ai dédié mon livre, Aurélien, et que vous avez une myopathie de Duchenne, qui vous reste 3 ou 4 ans à vivre, et qui est très intéressé par le cul. Ben oui, quand vous ne pouvez pas faire du football, pas faire du ski, pas faire machin, pas faire de la danse, pas faire du tennis, pas faire du truc, mais il y a un truc qui vous reste, c'est le cul, parce que du cul à la télé, il y en a tout le temps, dans les affiches, il y en a tout le temps, dans les bouquins, enfin partout, et ben ça vous intéresse formellement. Et quand vous êtes donc paralysé, totalement paralysé, est-ce qu'il y a un professionnel qui vient vous voir en disant « Mais est-ce que tu auras envie de te masturber? Et alors, comment on pourrait faire? Puisque tu ne peux pas te masturber toi-même. » Est-ce qu'il y en a un qui est venu le voir, Aurélien? Non. Aucun. Voilà. Et il est mort, Aurélien. Et il est mort, et je peux vous le dire, à chaque fois que j'en parle avec une certaine émotion, parce que Aurélien, avec qui
que j'ai rencontré, que j'ai connu pendant 2 ans. On faisait un groupe d'expression et de parole sur la sexualité, qui a fait un parcours extraordinaire, donc je ne regrette pas du tout, de ce point de vue-là, parce qu'il était dans une vision très consommatrice. Exactement. Très consommatrice. Et puis il a vraiment évolué. Aurélien m'a dit un jour que j'étais tout près de lui, dans son intimité, il était dans son lit. Le coucher, c'était compliqué, mais enfin, il y en a certains qui connaissent ça. Ça fallait un quart d'heure au moins, parce qu'il fallait tout caler, puisqu'il ne peut pas bouger, hein. Puis des difficultés respiratoires. Donc, on passait un quart d'heure à dire un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus à droite. Bon, bref. Et j'étais avec lui, et il me dit, je ne voudrais pas mourir sans faire l'amour avec une belle blonde. Eh bien, je regrette. Finalement, vis-à-vis d'Aurélien, je ne suis pas habilité à vous parler aujourd'hui. Parce que la belle blonde, je l'ai trouvée, mais je n'ai pas osé aller jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, je n'ai pas pris les moyens d'aller jusqu'au bout et de lui offrir la belle blonde avant qu'il meure. Alors moi, je pense que les discours, on peut en avoir des tonnes, on peut être bienveillant, plein de bonne volonté, on peut être merveilleusement humain, on peut faire de la... Excusez-moi, hein, quand je dis avec des guillemets, de la philosophie. N'empêche que quand on a 13, 14 ans et qu'on sait qu'on va mourir dans 2 ans et qu'on n'a jamais eu un être humain, une fille, parce qu'il aimait les filles, dans ses bras, enfin dans les bras de la fille, hein, en l'occurrence, et que personne, y compris ceux qui sont censés, comme moi, être particulièrement ouverts sur ces questions et aider, n'a été foutu de trouver une solution, eh ben, je pense qu'on est complètement à côté de la plaque, quoi. Donc là, la question de l'intime, vous voyez, c'est l'inverse. En l'occurrence, la question de l'intime, là, c'est que j'étais dans l'intimité d'Aurélien. Mais une vraie intimité, pas une intrusion. Ça n'a rien à voir. C'est même opposé. Pour moi. Pas dans une intrusion. D'ailleurs, Aurélien m'aimait bien, parce que je parlais de cul, donc il aimait bien. Et donc, par exemple, la toilette le soir, souvent il me demandait quand je venais, parce que voilà, je ne me contentais pas de mon rôle d'animateur ou de formateur plutôt, d'éducateur à l'animation, mais ça ne m'intéressait pas d'être avec des gamins pendant 3 quarts d'heure si je ne les connaissais pas, par ailleurs. Donc je mangeais avec eux et j'assistais aux toilettes où j'aidais. Et souvent, Aurélien demandait que ce soit moi, par exemple, qui lui lave les dents. Parce que... il y a bien pire, quoi. Bien sûr, il y a encore des choses qui vont beaucoup plus loin dans l'intimité, mais déjà quand même prendre une brosse à dents, la rentrer dans la bouche de quelqu'un, et là c'est déjà, on est d'accord, on est dans une... Hein, intime, ça veut dire intus du latin, ça veut dire à l'intérieur. C'est déjà à l'intérieur. Hein. Eh bien, ce que j'ai essayé de faire à ce moment-là, mais que j'aurais été certainement incapable de faire quand j'avais 25 ou 30 ans, c'est d'être l'instrument d'Aurélien, uniquement. C'est de lui dire, tu me dis exactement, tu veux que je te fasse quoi? Tu dis-moi. D'être son objet à lui, pour ne pas, justement, être celui qui le prend pour un objet. Alors, donc, cette question-là, quand même, qui est peut-être... si je m'écoutais moi, mais ce ne serait pas correct par rapport à mon engagement, je m'arrêterais sur cette question et je ne parlerai que d'elle. Pourquoi se fait-il qu'avec nous, aujourd'hui, il n'y a pas des personnes en situation de handicap pour parler? Parce que la question que le Crédavis s'est posée depuis le début et qu'elle a essayé de traiter, même en recherchant pourquoi il en était le fait, la question pour nous fondamentale, c'est celle, comment se fait-il qu'on en soit encore aujourd'hui obligé de parler de sexualité? Finalement, ce qu'on souhaiterait au Crédavis, c'est qu'on n'en parle plus. C'est bizarre, hein? On pense qu'on aurait réussi, et on arrête tout. Hein? Le jour où ces questions-là seront les mêmes questions que la vie en général, quoi. Il n'y a pas besoin de faire un colloque spécialement sur la vie affective et sexuelle. Alors, cela dit, François l'a dit, et il a raison, un chemin formidable a été fait. Hein. En 2007, c'était tabou total, c'était, voilà, on pouvait... Hein. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Hein. C'est presque... C'est pas une exposition complète tout le temps. Hein. En France, on est convoqué, généralement, on va ensemble à Lille au mois de mai. Enfin, partout, tout le monde se jette là-dessus, quoi. Comment ? C'est tendance, voilà. C'est la mode. Non, bon.
Non, mais ça veut dire aussi, et François a raison, que, et c'est vrai dans les formations qu'on fait, qu'il y a plein de professionnels qui sont extrêmement ouverts, qui ont envie d'aller plus loin, qui s'interrogent sur pourquoi je fais ça, pourquoi je ne le fais pas, comment on fait, etc. Et que, donc non, c'est vachement bien hein, de ce point de vue-là. Mais malgré tout, ça veut dire que, parce que aussi on est en France, on continue à être dans la réflexion, on réfléchit à ces choses-là. Mais quand je m'appelle Aurélien, que j'ai 14 ans et que je ne peux pas masturber, et que ça me démange et que j'ai la trique la nuit, le soir, et que personne ne vient me voir en me disant qu'est-ce qu'on pourrait faire, discuter ensemble. J'ai jamais pensé, moi, qu'il fallait qu'un des professionnels le masturbe, pas du tout. Hein. Mais réfléchir au moins, non. Parce qu'il faut aller jusque-là, sinon c'est pas la peine. Hein. Sinon, il y a ici avec nous Bernard Solé du Crédavis, là, qui était avant directeur d'établissement. Sinon, effectivement, on peut une position extrêmement simple dans l'établissement qu'il dirigeait, adultes avec déficience mentale, de dire ce sont des adultes, et donc ils vivent leur vie d'adulte, et toutes ces questions-là ne nous regardent, c'est-à-dire nous n'avons pas justement à entrer, à être intrusifs sur ces questions-là. La question serait plutôt de savoir ne pas empêcher de... Alors, et quand on va dans le... Enfin, je connais bien et beaucoup d'institutions, d'ailleurs j'ai cru reconnaître quelques têtes d'ailleurs ici, de gens que j'ai pu côtoyer ou croiser à travers mon expérience professionnelle, mais depuis que le Crédavis va dans toute la France pour faire des formations en établissement, il y a une chose qu'on constate, c'est que même dans les institutions les plus bienveillantes et les plus bien traitantes, et franchement, j'ai la conviction intime que dans ce secteur, la très très grande majorité des professionnels sont des gens bienveillants. C'est-à-dire qu'ils veulent le bien de l'autre. On a eu effectivement des histoires de maltraitance à une certaine époque et tout, notamment... Bon, alors, je crois qu'il y a des conditions maltraitantes, mais pas des gens maltraitants. C'est pas la même chose. Quand une personne devient maltraitante, c'est la question qu'on devrait interroger, c'est pourquoi elle devient-elle ? Est-ce qu'elle-même n'est pas maltraitée ? Mais ce qu'on voit bien quand on vient de l'extérieur, parce que c'est tout à fait intéressant, merci, c'est tout à fait intéressant quand vous êtes invité à faire de la formation en établissement, d'arriver le matin, le premier jour. Est-ce que les gens, par exemple, vous ont pris le temps, vous envoyez un petit mail en disant « Vous savez, vous ne pourrez pas vous garer, mais si vous appuyez le tas, vous pouvez mettre... » Ou encore, il y a un code. Ouais, ben c'est ça l'accueil. Hein. Et je vous assure, ça coûte cher les évaluations internes et externes. Hein. Il n'y a pas la peine, vous nous demandez à nous. Ah, on vous l'a fait en 10 minutes. Bah déjà, l'établissement, on ne sait pas où on rentre. C'est marqué nulle part. On ne sait pas. Après, quand on rentre, deuxième question, c'est la même. Comment se fait-il que dans le médico-social, là où on dit qu'on manque de moyens, pourtant on en a des moyens, allez à l'étranger, vous allez voir qu'en France, on en a des moyens. Mais comment se fait-il que presque jamais, ça m'est arrivé qu'une seule fois, les personnes à l'accueil, ce n'est pas des personnes en situation de handicap. Alors, soit de l'institution, soit d'une autre institution. Il y a des tas de gens qui cherchent du boulot, hein, vous savez. On peut être autiste Asperger et être parfaitement adapté à un accueil de public dans un établissement. On peut être en fauteuil, enfin, il y a des tas de solutions. On peut être trisomique, hein, on peut avoir une trisomie, porteur de trisomie, et être à l'accueil et même être formidable. Je pense même que c'est peut-être un métier génial pour les personnes porteurs de trisomie qui ont cette capacité de ressentir très vite à qui elles ont affaire et qui pourraient vous dire « Vous voulez quoi, vous hein? C'est quoi, moi ?» Ou au contraire « Bonjour !» Ouais, ben, ça ferait du bien, ce serait un peu plus vivant. Et donc, je disais que même dans ces institutions, dont je ne juge pas du tout hein, la maltraitance, loin de là, eh bien, on voit quand même... Mais ça, on le voit parce qu'on est d'extérieur. Vous seriez avec nous, vous le verriez pareil. Mais cette question-là, c'est vous êtes dedans, vous ne le voyez plus. Je sais, j'étais dedans. C'est comment la structure maintient les usagers, on les appelle comme ça, hein, dans une dépendance affective, organisationnelle, et dans une contrainte qui ne concerne pas le lot des personnes communes, avec un regard condescendant et une infantilisation constante, qu'on le veuille ou non. Et je vais prendre quelques exemples très courts pour illustrer ce que je viens de dire. Qui d'entre vous
à partir de 15-16 ans, là où il vivait, je parle à vous, je ne parle pas au ministère de la Santé, quelle était la taille de votre lit? Réfléchissez. Jusqu'à 13-14 ans, vous aviez un lit de 90. Puis après, vous aviez un lit de 140. 130, 120, 130, 140. Enfin, la plupart d'entre vous. Et maintenant, vos enfants... Alors, ça dépend des conditions de vie, mais vos enfants, c'est encore plus vrai maintenant. Si vous avez des enfants, à partir d'adolescents, vous mettez un lit de futurs adultes. Si. Non, c'est un jeu. On peut contester ce que je dis cas par cas, mais globalement. Alors, comment se fait-il que dans la très grande majorité, c'est pas dans tous, et ça commence à changer, des établissements médico-sociaux, les lits font 90 de large? Parce que? Alors, pourquoi il n'y a pas de place? Pourquoi il n'y a pas de place? Parce qu'on a construit des chambres autour d'un lit de 90. Ben oui, mais c'est la même question, Parce qu'il y a des établissements nouveaux qui se créent aujourd'hui, qui se construisent aujourd'hui, où cette question-là n'est pas prise en compte. Donc il n'y a pas... Ça n'a rien à voir avec? Alors ça n'a rien à voir avec la sexualité. Oui et non. Enfin, exactement. Comme dit Bernard, c'est qu'en fait, si on est un adulte, si c'est possible, on est d'accord si c'est pas possible. Si vous habitez au Japon, effectivement, et que l'appartement fait 12 mètres carrés, bon, ok. Ou dans un bar. Mais si c'est possible, quand on est un adulte, qu'on soit en couple ou pas en couple, on se met dans un lit parce que c'est un lit dans lequel on peut bouger un peu, quoi. Puis c'est pas un lit d'enfant. Non. Justement, c'est l'idée. Justement. Alors, pour continuer un petit peu, le décret du 20... Mais attention, mon propos, c'est le suivant. Enfin, je vais vous donner tout de suite la clé, parce que sinon, vous n'allez peut-être pas comprendre, puis le temps, quand même, oui, passe vite. Mon propos, c'est que sur ces questions-là d'intimité, de sexualité, pour moi, pour nous au Crédavis, mais c'est une position, on peut la contester. La seule question, la vraie question, la première question qui se pose, c'est celle de notre rapport à nous professionnels sur ces questions-là. C'est pas la peine de commencer par parler de ce dont ils ont besoin, de ce qu'ils veulent. D'abord, on les écoute pas. Souvent, on leur demande même pas. Mais on commence par discuter entre experts, entre professionnels, sur ce qui serait bien qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas. Mais la question, c'est de savoir de nous, dans quelle société on veut vivre, dans quelle communauté on veut vivre. On prendra les questions après, ça ne vous dérange pas? Mes parents aussi, Alors, bon, on peut s'en sortir, donc. Mon père était curé, donc c'est un peu normal. C'est pas une blague. Quand il a rencontré ma mère, il était en soutane, mais bon. Vous voyez comme quoi. Le deuxième exemple qui me paradigmatique pour moi, c'est le décret du 20 mars 2009. Je sais pas, vous connaissez peut-être pas le décret lui-même, mais il dit: les établissements médico-sociaux garantissent l'intimité des résidents en leur préservant un espace de vie privatif. Je répète, Je pense que... Voyez, regardez, ce décret-là, c'est un décret ministériel, donc il s'applique. On est d'accord? Normalement, on ne peut pas y échapper. On y échappe énormément. Les établissements médico-sociaux garantissent. C'est pas essaye de... ou je sais pas quoi. Garantissent. C'est-à-dire que les directeurs d'établissement sont les garants de l'application. Donc ils pourraient être poursuivis. Carrément, poursuivis pour ne pas garantir, puisqu'ils doivent garantir. Garantissent l'intimité des résidents en leur préservant un espace de vie privatif. Il y a un bon bouquin, si ça vous intéresse, ces questions-là, de l'Université de Lorraine, qui a été avec Alain Giamy, avec qui on travaille, et Bruno Pi, sur justement institution, intimité, sexualité. C'est très intéressant, il faut se le taper, mais c'est un peu universitaire, mais c'est quand même très intéressant parce qu'il pose ces vraies questions-là. Donc si
La chambre est un lieu privatif, c'est-à-dire privé. On est d'accord? Privatif, c'est privé, c'est pas public. C'est-à-dire que même le professionnel, quand je suis dans ma chambre, il est chez moi. Il est chez moi. D'accord? Sinon, c'est pas un lieu privatif. On est d'accord? C'est un lieu... voilà. Eh bien, qu'est-ce qui justifie que dans un lieu privatif, je ne puisse recevoir qui je veux, quand je veux, pour le temps que je veux? Non, mais c'est la question. Qu'est-ce qu'on raconte avant de parler? C'est pour ça que je vais vous frustrer, parce que je ne vais pas parler de sexualité, finalement, moi. Pas du tout. Parce que les sexualités, ce n'est pas comme ça quelque chose dans l'air, ce n'est pas une illusion, une fleur qui viendrait au printemps naître et nous remplir tous d'une émotion soudaine et merveilleuse. C'est que c'est les conditions dans lesquelles elle peut s'exercer. C'est ça. La liberté ne s'exerce pas si on est... voilà, c'est pas la question de la sexualité, c'est d'abord la question de l'environnement dans lequel elle peut s'exercer. Gaël Reynaud, qui fait partie des membres fondateurs du Crédavis et qui est tétraplégique de naissance complètement, hein, totalement. Hein. D'ailleurs, la question d'autonomie, cette personne est très autonome, bien qu'elle ait besoin continuellement de quelqu'un tout le temps. Hein. D'ailleurs, je vais vous la raconter quand même. Une toute petite histoire. Donc Gaël Reynaud, qui habite à Montpellier, qui est membre fondatrice du Crédavis et membre actif, donc complètement paralysée, et qui est une amie. D'ailleurs, c'est une question que je pose souvent quand je fais des colloques. Alors, c'est parmi vous, là, combien de personnes ont, dans leur relation amicale, dans leurs amis, une personne en situation de handicap? C'est bizarre quand même. Alors que des professionnels qui côtoient des personnes en situation de handicap pendant un... Ah, merci. Ah, voilà. Ouais, bon, bravo. Il y en a. Alors, je reviens à Gaëlle. J'étais chez elle et elle a besoin de quelqu'un. Ben, vous imaginez, elle ne peut même pas attraper un verre pour boire. Hein. On est d'accord? Bon, mais là, ça marche très bien. Et puis, elle a une autonomie avec son fauteuil électrique, elle peut se déplacer. Donc, bon, elle est je suis avec elle, on boit un coup, on discute, etc. Et à ce moment-là, je lui roule des clopes, parce qu'elle fume, elle ne devrait pas, mais... Puis elle ne peut pas les rouler, donc je lui roule. Et il y a la personne qui devait venir, son assistant de vie, hein, qui devait venir et qui lui dit « Je suis en retard, j'ai un problème, etc. » Elle lui dit « Bah écoute, oui, je comprends, mais enfin, dépêche-toi, parce que si j'ai envie de pisser, je fais comment ?» Et alors moi, je lui fais un signe, je dis « Bon, je suis là. » Écoutez, j'ai vécu une des plus belles choses de ma vie. J'avais jamais fait ça à une amie. C'est pas pareil professionnellement. Prendre quelqu'un, le mettre aux toilettes, c'est son boulot. Là, c'est une amie. Eh ben, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai posée sur son lit, j'ai enlevé sa culotte, forcément. Je l'ai reposée. C'est elle qui m'a dit, même technique, je lui ai dit, tu me dis tout. Alors fais attention, mais hein. Je l'ai posée. Quand elle a fini d'uriner, eh bien, j'ai dit, je fais quoi? Elle dit, bah, tu m'essuies. Donc j'ai pris un papier et je lui ai essuyé la vulve. Et pour moi, c'est un cadeau qu'elle me faisait. C'était pas moi qui lui faisais un cadeau. Hein. Bah non, voilà. C'est que cette intimité qu'elle a bien voulu partager avec moi, en toute confiance, c'est-à-dire la confiance à mon égard était totale, quoi. Hein? Donc, et pour revenir à cette question que je n'arriverai pas à traiter, hein, celle de l'intimité, je l'aborde par les bords, mais c'est un peu ma façon de penser. C'est l'autre question qui se pose vraiment, c'est le partage d'informations. Essayez, au moins mentalement, faites cet exercice comme font les physiciens, vous savez, ces expériences mentales qui marchent. Hein. On peut faire des expériences mentales incroyables. Hein. Einstein a découvert des choses incroyables en faisant dans sa tête, en disant, si j'étais dans un ascenseur qui tombe, quel est mon poids? Et il a découvert comme ça des choses. On peut faire pareil. Essayez dans votre tête, de vivre comme usager, comme personne accueillie, dans votre établissement pendant 2 jours. Faites cet exercice mental. Est-ce que c'est un endroit où vous aimeriez, si vous n'aviez pas le choix, vivre? Vous. Est-ce que, par exemple, ça vous trouveriez correct que sur le cahier de transmission, le logiciel maintenant de transmission, on dise, hier soir, j'ai surpris Martine en train de faire une fellation à Jean-Jacques. Au mieux que ça, pour prendre un cas réel, on ne dira pas où, on va être discret. J'ai entendu des bruits bizarres, je suis rentré et j'ai vu que Francis, enfin je ne sais pas son nom, peu importe, était en train de faire un cunilingus à Marguerite au milieu des excréments. Donc je suis intervenu et je lui ai demandé d'aller se laver en vitesse, les dents.
Oui, oui, là, je vous raconte pas des conneries, j'ai des témoins. Hein. En fait, en l'occurrence, la question, là, c'est même pas de la personne qui a... Enfin, on pourrait discuter de ça, qu'elle est rentrée à la chambre ou pas. Ça, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais c'est beaucoup trop court, là, pour parler de tout ça. Parce que moi, ce que je crois fondamentalement, c'est que cette question de l'intimité, c'est celle qui se pose dans... C'est comment on est soi-même par rapport à l'autre. C'est pas les règlements, les machins, j'ai pas le droit de rentrer. Vous allez dire, il faut frapper à la porte, si on répond pas, on rentre pas. Il y a des gens qui vont dire, bah si on répond pas, je rentre, parce que justement, peut-être que la personne, elle a un malaise. Eh ben oui, c'est pas aussi simple que ça. Et la question de rentrer, de sortir, enfin voilà, ben oui, on est un peu dans le sujet. Hein. Ben oui, c'est celle du consentement de l'autre qui veut bien ou pas. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'en tant que professionnel, je fasse tout pour que l'autre, pas tous les autres, parce que je vais pas choisir. Ça aussi, ça dépend qui je suis et qui est l'autre. Mais il y a certains autres dans l'institution qui veulent bien, moi, que je rentre dans leur intimité, qui ont même envie, qui ont envie. Et dans ce cas-là, c'est ce contrat tacite, hein, il ne s'agit pas de le signer, surtout pas, entre nous, qui fait qu'on a une confiance l'un dans l'autre. Mais l'un dans l'autre, en l'occurrence là, c'est-à-dire qu'on arrive à créer une intimité qui ne vient pas faire intrusion, ni moi dans sa vie à lui, ni lui dans sa vie à moi, et qui pourtant se partage à un moment donné. Franchement, non mais je parle bête, je suis un peu vulgaire pour le moment parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui disait la vulgarité c'est l'élégance de l'âme. Non mais sans déconner. Imaginons-nous, j'en parle comme ça parce que j'ai entendu ces paroles de la part des personnes en situation de handicap qui sont confiées à moi. Imaginez-vous que vous faites tout un parcours depuis l'enfance quelquefois, hein, jusqu'à maintenant, effectivement, la vieillesse, et qu'il n'y a aucun des professionnels censés qui ne vous a jamais pris dans ses bras, dire je t'aime, ou voilà, montrer une affection. Mais comment on peut vivre comme ça ? Mais je ne parle pas de sexualité, hein, moi je m'en fous de tout ça, finalement. C'est avant ça, c'est de quelle humanité voulons-nous partager ? Alors, alors là encore une fois, mon message ne serait pas le bon si vous vous sentez mis à mal personnellement, ou que je vous interroge personnellement, c'est parce que je ne pense pas ça. Ce n'est pas vous en tant que personne. Je pense profondément que notre système institutionnel actuel, hérité de l'ancien système dont je vous parlais, l'orphelinat de mon père, où ils étaient 80 en dortoir, etc., ce système-là est en fin de vie. Franchement, je pense qu'il est en fin de vie. C'est un petit peu... Je fais de la prospective. Hein. C'est-à-dire que c'est structurellement, l'institution fabrique de l'impossibilité à la reconnaissance de la dignité et de l'intimité de l'autre. Structurellement. Donc on peut mettre les meilleurs professionnels du monde, les gens les plus attentionnés, les gens qui ont fait le plus de réflexion, etc. Finalement, parce que finalement, voilà, posons cette question, à notre corps de fondant ou pas, avec la volonté de celui qui est en face de l'autre ou pas, nous sommes continuellement dans l'intimité de l'autre. Continuellement. Le fait d'être sans arrêt professionnellement tenu, de s'assurer qu'il va bien, qu'il va, etc., qu'il est en progression peut-être, qu'il va vers l'autonomie, qu'il je ne sais quoi, qu'on construit un projet de vie individuel. Non, mais si je viens demain chez vous, je lui dis bonjour madame, voilà, si ça vous intéresse, je vais aller travailler avec vous votre projet de vie, hein. On va se revoir tous les mois, et vous allez me dire où vous en êtes, hein. Est-ce que vous voulez faire dans la vie, vraiment, hein? Ben oui, franchement. Alors, je parle toujours pas d'intimité, hein. Parce que pour moi, si on ne traite pas tout ça, cet environnement-là, ça ne sert pas à grand-chose. Si on ne s'interroge pas, en tout cas, là. Hein, c'était la fin. Il me reste combien de temps, là ? 5 minutes ? Ouais, vous me reverrez une autre fois. J'aurai plein de choses à dire. Non, parce que ça, je ne veux pas rater ça. Hein. Mais on va se voir aussi, en l'occurrence, dans un des ateliers, puis on aura peut-être autre moment.
Je voudrais vous lire un extrait du rapport de Niels Muizhniek, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, suite à sa visite en France du 22 au 26 septembre 2014. Donc il a écrit un rapport. Il souligne que l'isolement des personnes handicapées dans les institutions perpétue leur stigmatisation et leur marginalisation. La France est tenue, en vertu de ses engagements internationaux, de prendre des mesures visant à assurer aux personnes en situation de handicap un accès effectif à une série de services, notamment à l'assistance personnelle nécessaire à la vie autonome et à l'inclusion dans la société. Gaëlle Renaud, donc malheureusement, je n'ai pas pu venir avec elle aujourd'hui, est l'exemple parfait d'une personne dont le handicap, au point physique, est le maximum qu'on puisse avoir, puisqu'elle ne peut même pas attraper un verre et boire. Et qui pourtant vit chez elle. Et il y a une chose qui est même intéressante, c'est qu'au début, elle a fait appel à des services associatifs pour avoir des gens qui viennent l'aider. Et elle s'est rendue compte que c'était une catastrophe, parce que ces gens-là, forcément, changeaient, ils avaient des congés, enfin, etc. Ça ne marchait pas. Et certains étaient très embêtés, parce que c'est quelqu'un qui a une vie sexuelle tout à fait riche et intéressante. Complètement. Qui n'a jamais eu de relation, d'ailleurs, avec une personne handicapée, qu'avec des gens valides, et dont pourtant le handicap est sévère, à l'image des photos que vous pouvez voir de Jérôme Deya ici. Eh bien, elle s'est rendue compte que justement, pour ses rencontres amoureuses, etc., elle avait affaire à des aides à la vie qui avaient leurs jugements moraux, etc., et que ça, c'était embêtant. Eh bien, elle a engagé ses propres personnes. Elle est devenue chef d'entreprise. Elle a une toute petite entreprise, TPE, de 3 personnes, voilà, qui sont ses employés à elle. C'est elle qui choisit, c'est l'autonomie. Donc c'est une des personnes que je considère comme les plus autonomes de celles que je connaisse. Donc on voit bien que ce n'est pas la question du handicap, c'est la question des conditions de vie. Bien sûr, elle a des capacités, évidemment, sur le plan intellectuel et de décision. Enfin, c'est quelqu'un qui cultive, enfin, qui est très outillé. Mais sinon... Donc je lis la suite du rapport, il dit « Le commissaire exhorte les autorités à élaborer avec la participation active des personnes handicapées, un plan global visant à remplacer les institutions par des services de proximité. Il appelle les autorités françaises à démontrer leur engagement à réformer le système d'accompagnement médico-social des personnes handicapées en fermant les grandes structures globales et à redoubler d'efforts afin que la priorité à l'inclusion des personnes handicapées se traduise dans les faits par la recherche de solutions individualisées, alternatives au placement en institution et reposant sur des services de proximité. » Donc, moi, je crois que de temps en temps, il y a des tas de questions qu'on se pose et qui perturbent tout le monde et qui fatiguent tout le monde et tout, et qui ne trouvent pas vraiment de solution, c'est de l'intimité. Parce qu'en fait, disons-le franchement, c'est impossible de respecter en totalité l'intimité des personnes qui vivent dans l'institution. C'est impossible. Arrêtons de nous... On peut faire des efforts, on peut faire attention, mais on est d'emblée complètement, on est dedans, ils tous dedans, on est complètement dedans. Donc on peut passer des heures et tout ce qu'on veut, alors qu'on passe à côté de pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est impossible. Et pour terminer, je ne termine pas du tout, loin de là, mais ça fait rien. Eh bien, parmi les gens du Crédavis, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Nazereau, donc je vais demander si j'avais le droit de citer son nom, qui vit à Issy-les-Moulineaux et qui a une ostéogenèse imparfaite, maladie des os de verre. Vous savez qu'il y a plein de niveaux. Lui, il a plus parce qu'il ne peut même pas être assis. Il ne peut vivre qu'allongé par terre. Voilà. Évidemment qu'il y a... Voilà, c'est ça ma question. S'il n'y a qu'une chose que vous devez retenir, c'est celle-là. Il y a 20 ans, quelqu'un comme lui, évidemment, vivait en institution. Pas possible autrement. Ou chez ses parents. À la charge de ses parents. OK, l'un ou l'autre. Forcément. Évidemment. Eh bien, en fait, non. C'est parce qu'on n'a jamais pensé que qu'on pouvait... Donc, il a fait tout un travail avec un architecte, etc. Et avec beaucoup d'aide, la ville de Meudon, la ville de Issy-les-Moulineaux, etc., lui ont adapté un appartement complètement pour lui,
adapté totalement, où tout est en double. L'évier, il y en a un en haut, à la hauteur de quelqu'un, de ses amis qui veut faire la cuisine, et un tout en bas, sur le sol, à la hauteur où il est comme ça, et où il peut faire sa cuisine. Et il dit la chose suivante, je terminerai par sa parole à lui. Je n'ai pas eu le temps de vous dire, mais mercredi, cela faisait 10 ans, pile poil, que j'emménageais dans mon appartement, après 48 ans de vie en famille. Et un peu plus de 2 ans et demi de démarche, d'attente et parfois de doute. Quand j'y repense, je le ressens comme une deuxième naissance, qui a rendu possible une troisième naissance, mais ceci est une autre histoire. Et je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si je n'avais pas atteint mon rêve. Alors moi, je connais Pierre. Si vous écoutez les mots, vous allez comprendre ce que ça pouvait dire. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si je n'avais pas pu atteindre ce rêve de vivre seul dans mon appartement. Mais ce qui est certain, c'est que ces 10 années ont été remplies de fabuleuses rencontres, de moments forts et intenses, et d'infinies richesses. Quelques passages difficiles aussi, mais c'est la vie. Et tout cela est la preuve que même avec un handicap plutôt lourd, et même si autour de moi, pas grand monde n'y croyait, il ne faut jamais renoncer, car tout est possible ou presque. Merci à vous toutes et tous pour ces 10 années, et pour les 10 prochaines au moins. Voilà. Merci Monsieur Letellier. Je crois que vous nous avez un peu tous bousculés et du coup je ne vais pas répondre. Vous avez bien fait de ne pas me laisser répondre. Voilà, non, enfin bon, je ne vais pas répondre parce que je veux pas, c'est pas en termes d'excuses, mais c'est vrai que voilà, souvent nous avons réalisé effectivement des colloques et des forums où nous avons à chaque fois essayé de faire participer et les familles et les personnes en situation de handicap. Et là, je crois qu'aujourd'hui, vous avez raison, on est sur un autre sujet peut-être qui, voilà, on est encore dans la réflexion, on est encore, enfin, dans tout ce que vous avez évoqué, je pense. Voilà. Des questions, oui. Il y a une main là-bas au fond. Excusez-moi, je me sens un peu honteux. Enfin, voilà, je dis, moi, vous savez, on dit qu'au boulot, il faut laisser ses affaires personnelles, enfin sa vie personnelle dans le vestiaire. Mais c'est une connerie. Hein. Ce que les gens, ils aiment, les personnes que vous accompagnez, c'est vous en tant que personne. C'est justement pas l'habit professionnel que vous avez enfilé. Hein. Ça les emmerde plutôt souvent. Hein. Ce qu'ils aiment, c'est voir que derrière cet habit, il y a quelqu'un d'autre, quoi. Alors je dis, je suis un peu honteux parce que j'ai vraiment pas traité le sujet. J'avais écrit tout un truc très intelligent sur l'intimité, tout ça. Mais en écoutant mes collègues parler avant, etc., je me suis dit, c'est pas ça qu'il faut. J'ai barré tout. Non, parce que, et je le redis en conclusion de mon truc, c'est que quelquefois, franchement, on se pose des questions qui sont pas au bon endroit. Qui sont pas au bon endroit. La question de savoir c'est jusqu'où je peux aller ou pas trop loin dans la relation avec l'autre de celui que j'accompagne, c'est pas une bonne question. Si l'autre il est pas dans le coup, si je lui demande pas lui ce qu'il veut ou pas, et ce que je veux moi aussi. Voilà, excusez-moi. La question. Bonjour, je suis Pauline Raffan, infirmière dans un foyer d'accueil médicalisé. Donc, j'y suis depuis 7 ans. À mon arrivée, bon, il y a des choses... On a un public jeune, donc il va de 18 à 60 quelques années. Donc, ils sont en plein dans la vie. Donc, avec des couples qui se sont formés quand je suis arrivée. J'en ai même trouvé quand je suis arrivée. Donc, il y a une question qui m'avait un petit peu interpellée, le problème de la contraception, qui semblait être obligatoire, sans que ce soit dans le règlement. Donc, dès qu'on accueillait une jeune patiente, une jeune résidente, il fallait vraiment la sensibiliser pour qu'elle accepte la pilule. Donc, au fil du temps, j'ai eu envie de mettre en place une activité sur la sexualité pour sensibiliser ce jeune public par rapport aux IST. Et
ça a été fait. Donc, tout à l'heure, on disait il faut dire les choses, il faut donner les noms et tout. Mais bon, à certains moments, c'est pas aussi évident de donner des noms. Parce que pour donner un nom à cette activité déjà, j'ai discuté avec les résidents. Ceux qui ont voulu participer ont été très contents qu'ils ne soient pas stigmatisés parce que notre planning est affiché dans la grande salle tous les matins. On a des visiteurs. Ils ont été contents qu'on s'arrête, enfin qu'on retienne comme nom de notre activité, notre atelier, la rosine et le manège enchanté. Donc ça vient du matériel qu'on a acheté auprès. Au CRIPS, oui. Oui. Et donc, cette activité, c'est moi qui ai donné une impulsion. Mais aujourd'hui, je suis juste une co-animatrice parce que les idées émergent vraiment des résidents. C'est eux qui nous bousculent dans nos pratiques. Ce que je vis avec les résidents, c'est ce que M. Letellier vient de... Ça fait écho, son intervention, par rapport à ce que je vis avec les résidents, parce que ce sont eux qui amènent les sujets. Ce sont eux qui, dès le premier jour de l'activité, m'ont dit « Mais vous parlez de relations sexuelles, vous parlez de vie sexuelle active en institution, mais nous, on n'a pas d'intimité. Les gens, ils rentrent, ils sortent comme ils veulent. C'est à peine si on toque à notre porte pour nous signaler qu'on rentre. Donc, on n'a pas d'intimité dans cet établissement. On ne peut pas déjà avoir de rencontres, on sort très peu. Donc, c'est des questions quand même qui nous interpellent. Aujourd'hui, ce sont nos résidents vraiment qui nous bousculent dans nos pratiques parce qu'on croit parfois bien faire. Et au final, je suis beaucoup moins dans la prévention des IST parce que c'est eux qui animent leur atelier. On est parti sur 30-45 minutes aujourd'hui. Quand j'arrive, je m'installe et je leur demande de quoi vous voulez parler aujourd'hui. Et quand ils commencent, c'est 1h30 de discussion et j'interviens presque pas parce qu'ils ont tellement à dire. Et puis, les résidents, ils touchent vraiment là où nous, on a tendance à ne pas mettre les doigts. Oui. Écoutez, merci de votre témoignage. D'abord, on faudrait juste dire une chose. Hein. Là, c'est quand même terrible, ça, au passage. C'est pas pour culpabiliser, mais franchement, il y a des moments où on déconne complètement. Hein, mais je me mets dedans. Hein. L'information, notamment aux IST, à la prévention, à la contraception, etc., il y a un texte qui dit que tous les directeurs d'établissements médico-sociaux sont tenus de faire de cette information auprès de vos résidents. C'est une obligation. Aujourd'hui, on dit, c'est génial, ils font ça dans cet établissement-là. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que dans les autres, on ne le fasse pas. Et après, on se pose des questions, par exemple, juste un mot, sur les problèmes de consentement. C'est vrai qu'on a, surtout quand on est dans du handicap mental, par exemple, ou psychique, des problèmes on se pose toujours la question, oui, mais c'est compliqué, de l'abus. Mais comment voulez-vous traiter ces questions-là si jamais on a parlé de ça avec les gens ? On demande aux personnes handicapées d'avoir des valeurs morales, éthiques et légales, supérieures à la population. C'est vrai que la première cause d'incarcération en France, c'est les agressions et les crimes d'ordre sexuel. Donc la population globale, elle n'est pas du tout au point avec ces histoires de consentement. Pas du tout. Et on veut que les personnes en situation de handicap, et en plus de handicap mental, elles soient parfaitement correctes, impeccables. Non mais on est en plein rêve, là. Quand c'est pas votre propre collègue qui vous harcèle un peu en disant « Oh, dis donc, t'as un beau cul aujourd'hui, toi. » Ouais, oui. Vous lui mettez... vous lui mettez 2 claques, ça va lui faire du bien. Mais bon. Alors, enfin, en tout cas, madame, et effectivement, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, je comprends que ça fait écho à ce que j'ai dit, c'est, encore une fois, c'est ça, oui. C'est bizarre, cette idée. C'est que, d'une certaine façon, vous avez fait ce que j'ai raconté quand je lave les dents d'Aurélien. Vous devenez un objet qui permet à ces personnes d'échanger entre elles, parce qu'en fait, elles ont plein de connaissances et d'envie et tout. Et éventuellement, si elles ne savent pas quelque chose, elles peuvent vous le demander, je suppose d'ailleurs, ou s'interroger ensemble et trouver de la réponse. Mais en tout cas, c'est elles, effectivement, la question a été évoquée tout à l'heure, tout à l'heure, on va faire ça, je vais prendre au hasard 10 personnes d'ici, on va faire un groupe, on va parler de sexualité, votre sexualité ensemble. C'est possible, mais pas tout de suite. Non mais... C'est vrai, c'est la même chose. Mais là, par l'intermédiaire, par contre, d'une obligation qui devrait être faite partout, d'un seul coup, il y a une parole qui émerge et les gens deviennent auteurs de leur propre vie. Bon, en tout cas, bravo, madame.
Bonjour, donc toujours Hélène Leblanc, toujours conseillère conjugale et familiale. Quelque chose m'a choquée dans ce que vous avez dit. Bah oui. C'est bien. On a commencé cette matinée en parlant de sexualité, en parlant comme un échange, une communication, une interaction. Ensuite, vous avez bien insisté, vous avez bien raison de ne pas considérer les personnes en situation de handicap comme des objets. Et ensuite, vous avez parlé, par exemple, d'amener une belle blonde à Aurélien. Cette belle blonde, moi, j'ai l'impression que vous la considérez un peu comme un objet. Et voilà. Alors, évidemment, ça ramène à le droit à la sexualité, comme on pourrait se poser la question aussi du droit à l'enfant. Mais voilà, je voulais juste que vous m'éclaircissiez sur ce point. Merci à vous. Hein. Je vous en prie. Non, mais bon. Non, mais c'est parce qu'on... Je sais pas. Est-ce que je vais oser le dire ? Il y a des choses, depuis la nuit des temps qu'on est humain, qui ne sont irrésolvables. C'est la mort, la naissance et le sexe. Il y a plein de gens qui en parlent, des milliers de livres écrits et tout, mais on n'y arrivera jamais. Et c'est normal. Et c'est bien. C'est le mystère le plus profond de l'homme. Et quand on parle de sexualité, effectivement, on a tendance, je ne sais plus où je disais ça tout à l'heure, oui, à donner une vision. Ah ben c'est ton bouquin, ouais. Ok, on voudrait tous vivre au paradis, tous ensemble, et se respecter, s'aimer, et avoir un regard pour l'autre qui prend en compte son désir et le mien, etc. Mais enfin, dans la sexualité, il y a un truc qui échappe à tout ça. Hein. Donc quand Aurélien, il a envie d'une belle blonde, effectivement, on peut penser que c'est une envie. Oui, c'est pas on peut penser, c'est une envie. De réduire une pulsion en lui qui est terrible, hein, et que la belle blonde, c'est un objet. Oui, c'est vrai. Mais dans la sexualité, il y a de ça. Essayez de faire l'amour en n'étant que dans l'intention à l'autre, en faisant attention à lui. Mon chéri, ça va bien. Qu'est-ce que tu préfères, alors, comme préliminaire ? Que je te propose ça. Bien, à un moment donné, l'autre, c'est un objet, oui. C'est un objet de désir. Mais je suis son... Le problème, c'est que quand c'est dans un seul sens. Quand je dis j'ai trouvé la blonde, eh ben, il y a une éducatrice à qui j'en ai parlé, élève éducatrice, qui a dit si tu trouves les conditions, moi je veux bien le faire. C'est qu'elle était consentante, elle voulait bien. Elle voulait bien être son objet. Vous savez que ça peut être vachement bien d'être l'objet de quelqu'un pendant un moment. Hein. Ah ouais, je vous assure, ça peut être très sympa. Hein. Enfin, s'il y a des matrices, moi je suis d'accord. Ah bah ouais. Mais pas contre ma volonté. Pas contre ma volonté. C'est-à-dire que je veux bien être un objet, je revendique d'être votre objet pendant un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, si vous voulez. Oui. Juste pour finir, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de femmes qui ont envie d'être des objets. Mais je parlais d'un homme, là, je suis un homme. Hein. Mais alors, juste si je puis me permettre d'intervenir. En effet, toute la difficulté, elle est autour de la question de la subjectivité de la relation d'objet. On est forcément, en effet, dans des relations objectivisantes les uns par rapport aux autres, mais c'est pas pour autant qu'on s'y réduit. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que de pouvoir à un moment considérer que l'autre est aussi un objet, ça suppose que c'est aussi un sujet. Vous voyez ? C'est-à-dire que non, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est même un être humain, ça peut jamais être un objet. Même si vous êtes pédophile et que vous violez quelqu'un, un enfant, à ce moment-là, il n'est pas seulement un objet. Sinon, vous prenez une poupée. Ça prouve bien qu'il n'est pas seulement un objet. Parce que et j'ai pris le pire. Il y a la dimension de la vie. Mais c'est surtout pour vous dire que... Je pense que dans l'échange que vous aviez là, vous étiez sur 2 niveaux d'objectivation ou d'objet, de relation d'objet différents. Tu es l'objet de mon amour. À partir du moment où vous dites que vous avez décidé, que vous vous sentez, que vous souhaiteriez être objet pour l'autre, vous êtes déjà dans votre subjectivité. Mais bien sûr. Et c'est tout l'enjeu, justement, par rapport à ce que vous disiez, du fait qu'en effet, dans le sexuel, on ne se parle pas. On ne va pas, justement... C'était tout, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, aux États-Unis, il y avait toute cette campagne autour du sex rape et du dead rape, que je dis avec l'accent en plus. Hein. Voilà. Et qui posait beaucoup de questions en France parce qu'on se disait mais comment on va devoir se demander l'autorisation pour se toucher l'épaule. Il y avait cet enjeu-là parce que finalement, en effet, dans le sexuel, il y a quelque chose de l'ordre de la parole qui rationalise la relation, en fait, qui n'existe pas. Donc,
de ce fait-là, il y a quelque chose de l'ordre de l'objet potentiel, mais toute la question que pose la collègue dans la salle aussi, c'est comment finalement accepter de pouvoir être objet n'est pas être devenir un objet. Voilà. Et ça doit rester un temps temporel marqué, que ce n'est pas un statut ontologique pour toute la vie. Voilà. Absolument. Donc, il y a quand même un peu de relation d'objet, mais justement la sexualité, si elle veut qu'elle dépasse la dimension pornographique ou pulsionnelle, c'est quand justement elle va au-delà, elle ne s'arrête pas là. Je le dirais comme ça. Oui, moi je suis animateur donc, dans une structure médicalisée, donc je suis amené quand même à sortir beaucoup avec les usagers, donc prendre du bon temps, on va dire cinéma, spectacle, concert, New Morning, enfin des boîtes de jazz, etc. Tout ce qu'ils souhaitent faire à l'extérieur et en soirée. Et ça a fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Ils recherchent aussi de l'amitié, ils recherchent aussi des copains et des personnes de partager des trucs sympas, quoi. Et souvent, ça m'est arrivé donc de sortir le soir, passer un super moment avec un groupe de jazz, parce qu'il avait choisi qu'il adorait Billy Cobham, un batteur de jazz. Enfin voilà, on a passé un super moment, c'est super sympa. Et il était content, là. Donc la personne est en rentrée, elle me disait, maintenant il va falloir que je retourne aux réalités, quoi. Qui c'est qui va me coucher? À quelle heure je vais me coucher? Parce qu'on était rentré tard, il était minuit, 1h du matin. Donc c'est le veilleur qui prend le relais sur le... Donc... Et c'est ça aussi qui me fait écho, quoi. Du coup, on en oublie. Nous, on est là, à ce moment-là, je suis plus un pro, quoi. Je suis quelqu'un qui partage un bon moment avec une personne. Et puis après, on a le sentiment, on retourne aux réalités dans l'institution. Et voilà. Et ça, tout le plaisir, j'ai le sentiment que tout le plaisir que la personne a pris, à ce moment-là, elle se dégragole. Parce que c'est l'angoisse de la nuit, c'est l'angoisse de qui c'est qui va me coucher, comment je vais me coucher, etc. Voilà. Et c'est vrai qu'on est souvent, enfin moi je le rencontre souvent, c'est que quand on passe des super moments, finalement, c'est ça ce que la personne recherche. C'est vraiment voilà, de trouver des amis, quoi. Des amis. Voilà. Merci de votre témoignage. Encore une intervention, peut-être? Non. Je voulais juste un petit truc, ça me fait penser là, dans cet établissement où j'étais intervenu, il y avait un jeune, alors disons 14-15 ans, je sais pas, qui était tétraplégique et aveugle parce que ce bébé secouait à la naissance. Alors, on l'a déjà dit, c'est pas la peine de répéter. Entrer dans la dimension sexuelle, effectivement, ce n'est pas forcément avoir des rapports sexuels. Et bien que il était fort probable que cette personne, dans ces conditions, ce jeune, etc., je pense, moi, j'espère pas pour lui, mais il y a de grandes chances qu'il n'ait pas forcément de relations sexuelles de toute sa vie, dans les conditions dans lesquelles il est accueilli actuellement. Par contre, par les sexualités, il trouvait ça génial. Et contrairement à ce qu'on raconte, oui, le fantasme habituel, c'est si on parle de sexe, alors on va tous coucher ensemble. Vous allez voir que c'est pas vrai du tout, hein, en ce qui nous concerne. Bon. Oui, au contraire, ça calme. Et non, exactement, c'était très calme. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est rendu compte que ce Anthony s'appelait, eh bien, ne savait pas qu'il avait des testicules. Or, il était baigné, lavé entièrement, tous les jours, par des professionnels, depuis 14 ans presque, enfin au début ça devait être chez ses parents, hein, mais puis des années et des années. Vous voyez l'intimité, c'est qu'en l'occurrence, personne, il est aveugle et tétraplégique, il ne peut ni se toucher ni se voir. Si en plus, s'il était aveugle mais qu'il puisse courir, il aurait senti que ça ballotte, hein, éventuellement. Mais là, même pas. Donc il ne savait même pas ce que c'était que des testicules. Ça veut dire qu'aucun professionnel ne s'était posé la question de son l'accès à... Voilà, on est loin de la sexualité, là, très loin. Juste de savoir comment on est fait. Et pourquoi? Certainement, je pense, moi. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Hein. Quelquefois, je peux dire des conneries. Mais je pense que c'est essentiellement parce que, à cause du tabou généralisé, de cette incapacité que nous avons, la plupart d'entre nous, à appeler un chat et à voir les choses de façon la plus humaine et la plus normale possible.
Quelqu'un aurait dû lui dire, voilà, etc., et lui toucher les testicules avec un gant, pourquoi pas, mais même, c'est une autre question, celle-là, et de dire, tu sens ça? Eh bien, ça, c'est tes testicules. Donc, c'est ce que je reviens, c'est toujours mon leitmotiv. La question, c'est de nous, comment on est vis-à-vis de ces questions-là, avant de se poser la question de eux, où ils en sont. Et en plus, si on les écoute, ils vont vous dire plein de choses.